qui goûte à la terre d'Afrique, il laisse son cœur et ses pas y reviennent toujours. Une affirmation qui traduit à quel point l'Afrique, de par sa civilisation, a ce côté attachant qui vous marque à vie une fois que vous y mettez les pieds. Et si les chiffres des différentes organisations internationales renforcent cette théorie, c'est bien dans l'immersion de chaque récit singulier que cette formule porte tout son charme, et c'est le cas de notre invité, le premier de l'année 2026. Son contact avec le continent s'est fait dès le bas âge, et depuis lors, une bromance est née. Au fil de sa carrière, son image est restée figée dans l'esprit de nombreuses personnes qui célébraient les exploits de leurs héros nationaux. Si vous vous posez la question de connaître son identité, alors quoi de mieux que ce premier indice qui a marqué l'histoire de tout un pays. Sadio Mané, la course d'élan de Sadio Mané. Sadio Mané, il l'a fait Sadio Mané. Le Sénégal est champion d'Afrique pour la première fois de son histoire. L'étoile sur le maillot. Pour les abonnés de la chaîne cryptée Canal+ en général et le Sénégal en particulier, tout paraît forcément plus évident et pour d'autres, c'est encore potentiellement le grand flou. Alors, afin de lever le voile, quoi de mieux que d'échanger avec lui comme il ne l'a jamais fait auparavant, afin que derrière cette voix si singulière, teintée d'une prosodie très rythmée, qui enchante vos écrans lors des grandes soirées de football, vous puissiez découvrir l'homme et son immense parcours sous un autre prisme. Chers internautes, c'est un plaisir d'accueillir M. Lilian Gatoun, journaliste, commentateur sportif et rédacteur en chef du groupe Canal+ Sport Afrique. Bonjour Lilian. Bonjour. Comment allez-vous ? Ça va très très bien. Les semaines sont chargées avec la Ligue des Champions, mais ça va. Ouais, ça va. Vous sortez d'une semaine très intense, Paris-Dortmund, Marseille-Paris. Comment on gère ça dans une vie normale ? Vous avez oublié Madrid, Et Madrid. entre les deux. Exactement. Mais comment on gère ça dans une vie normale, côté professionnel et côté personnel aussi ? C'est forcément compliqué, mais c'est un privilège, c'est un métier de passion. Donc c'est un peu comme dans tous les films. On dit que quand il y a de la magie, il y a forcément un sacrifice, un prix à payer. Et c'est vrai que c'est extraordinaire ce que je vis, même à mon âge. J'ai encore cette ferveur, j'ai encore des fois cette émotion quand je rentre dans un stade. Mais oui, c'est un petit sacrifice de sa vie privée. Donc voilà, il y a eu des sacrifices dans ma vie que je regrette pas forcément, mais c'est vrai que j'aurais aimé peut-être être plus présent pour mes enfants. Alors, vous avez un lien très profond avec le continent africain qui ne date pas seulement du métier de journaliste. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce lien ? Pour ceux qui sont centrafricains, ils me comprendront. Un Biké Molengue Tikodro. Ça veut dire je suis l'enfant du pays. Oui, j'ai grandi en Afrique de par le métier de mon papa. Donc très tôt, ça. Et c'était dans ma façon de faire, d'être intégré. Moi, j'avais besoin de parler, d'apprendre la langue. Comme si mon père avait travaillé, je sais pas, aux États-Unis. Je me serais mis à l'anglais. Donc, par exemple, quand j'étais en République centrafricaine, j'ai appris le sango. D'accord. Et du coup, aujourd'hui, vous êtes journaliste très reconnu et assez populaire. Est-ce que le journaliste a toujours été votre premier métier ou alors ça date d'une reconversion potentielle ? Non, alors à la base, après Sciences Po, je pensais être diplomate. Mais justement, peut-être encore le lien avec l'Afrique. J'avais envie de voyager, de rencontrer des gens, d'aller travailler. Donc oui, j'étais éventuellement dans la diplomatie. J'ai rapidement compris pendant mes études que j'aurais du mal à rester derrière un bureau et que ça allait être les compromis trop pour moi. Donc voilà. Donc après, je me suis dit, je voulais être journaliste. Mais j'ai commencé, moi en fait, sur TF1, sur LCI, à faire du journalisme général. Et au début, j'étais avec caméra à l'épaule, comme JRI. J'étais pas du tout journaliste sportif. Au début, j'ai travaillé, j'ai fait le journal télévisé. J'ai été en Somalie à l'époque quand il y a eu Bernard Kouchner. J'ai été à Sarajevo en 1995 pendant la guerre des Balkans. Donc voilà. Donc le sport est arrivé plus tard par accident. D'accord, donc ça veut dire que là, le métier de journaliste, c'est vous qui le choisissez, c'est pas quelqu'un qui vous inspire de vouloir devenir journaliste ? Alors, oui et non, parce que oui, j'avais vu passer quelques grands journalistes, effectivement, notamment à l'époque quand j'étais tout jeune, il y avait eu le procès de Bokassa en fait en Centrafrique, et donc il y avait des grands journalistes ou des grands avocats comme Francis Piner qui était venu. C'est vrai qu'on n'avait pas beaucoup à l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'activités, il n'y avait pas la télé, il n'y avait pas Internet, donc voilà, je passais du temps à échanger avec ces gens-là et oui, rapidement le journalisme m'a intéressé par sa façon de voir le monde et ça reste également d'un trait d'enfance, une phrase très très forte. Quand j'étais, je dois avoir 10 ou 12 ans, j'ai eu la chance, donc pareil, grâce à mon papa, de rencontrer Thomas Sankara.
Ça, et Thomas Sankara, en fait, la première question qu'il me pose, alors que moi j'avais juste 13 ans, me dit comment ça va à l'école je dis non, ça va, je travaille bien, j'ai des bonnes notes et tout. Et il m'avait dit c'est important, hein, travaille bien à l'école parce que avec un fusil, tu changes une vie, avec un stylo, tu changes le monde. C'est très fort ça. Voilà, et c'est là, ça m'est resté, et je me suis dit, effectivement, est-ce que je pourrais pas, par mon journalisme, aller à l'encontre et puis voir une autre vision du monde. D'accord. Comme vous l'avez dit, vous avez été journaliste, vous avez fait du GRI. Et comment vous vous retrouvez à Canal+, et notamment la section Afrique de Canal+? Alors, ça n'a pas été mes débuts, mais effectivement, après avoir fait pas mal de journalisme général, je vous disais notamment le conflit à Sarajevo, tout ça qui m'avait un petit peu marqué, je voulais être en rupture, donc après je voulais aller faire du magazine, et en fait je suis rentré moi, à Canal+, pour travailler dans l'émission qui s'appelait La Grande Famille, qui était l'émission du midi, en fait, qui était une émission plutôt pour les ménagères, en fait, et qui est une mission multi-thème. On n'est pas du tout dans le sport, je faisais des sujets, moi, sur l'environnement, j'ai été... faire les marchés avec Jean-Pierre Coff. Et le producteur de cette émission à l'époque était Michel Denisot, qui m'avait vu, à l'époque il était aussi président du club de Châteauroux, qui m'avait vu une fois qu'il descendait en week-end, il m'a vu, moi aussi j'étais en week-end à Châteauroux chez un joueur, et comme il en manquait du monde, qu'il y avait plein de monde qui était parti en sélection, j'avais dû jouer. Alors, on avait fait une opposition, c'était Dominique Bijota l'entraîneur, il m'avait dit tiens, viens toi, mais je vous rassure, il y avait aussi l'intendant et le kiné, hein, c'était pas une sélection, donc voilà, c'était un petit match. Michel Denisot, qui a beaucoup d'humour, m'a dit mais je savais pas que je t'avais fait signer, et voilà, on a plaisanté là-dessus, et quelques temps plus tard, il est nommé en fait directeur des sports de Canal+. Okay. Et là, il me dit je prends les sports de Canal+, est-ce que ça t'intéresse? Bon, à l'époque, on est en 99, il n'y a pas de foot à la télé à part sur Canal+, donc c'est pour moi tous les grands championnats. Moi j'ai toujours déjà féru de foot espagnol, donc je regardais l'équipe du dimanche tous les dimanches soirs. Je lui dis oui, bien sûr. J'ai dit oui, ça se refuse pas. Ça, il me dit ça tombe bien parce que tu vois Gilardi à 15h. Okay. Et ensuite avec Thierry Gilardi, là ça a été une vraie rencontre. Ouais. Je pense qu'on a su au bout de 30 secondes de discussion que... C'était la voie idéale. Non, mais qu'il allait se passer... Enfin, qu'entre nous, en fait, je serais son soldat à vie. D'accord. On le savait, ouais. D'accord. Et est-ce que dans ce domaine-là, vous avez connu un mentor dans le journalisme qui vous a marqué C'est Thierry Gilardi. Tout ce que je pense, tout ce que j'ai appris, c'est beaucoup lui. Alors certains disent que voilà, ça rappelle ma façon de commenter, de s'exprimer, le rappelle beaucoup Thierry. Et je prends ça comme un honneur, comme un hommage. Mais c'est quelqu'un à qui je pense encore beaucoup. Et avant certains grands matchs, j'ai une petite message pour... en fait, je veux toujours... C'est malheureux, hein, parce qu'on va dire ça, j'ai 55 ans. Je veux qu'il soit fier de moi, en fait, à chaque match. Non, mais c'est très beau aussi. C'est une façon de rendre hommage à quelqu'un qui a marqué toute une génération. Parce que lui a cru en moi. Donc voilà, même encore maintenant, quand je fais une finale de Cannes ou une finale de Coupe du Monde, il y a un petit mot pour Thierry, me dire tu vas voir, tu seras fier, je vais pas te décevoir. D'accord. Et là, vous avez construit une immense carrière à travers le journalisme sportif, notamment en commentant les matchs. Plus de 4000 matchs à votre carrière, à votre actif. Mais comment vous parvenez à toujours avoir faim et à nourrir la flamme de vouloir faire ce métier ? Ça aussi, je le dois certainement à la culture de l'abonné de Canal+, et à Thierry Gilardi qui me disait, tu sais, qui m'a toujours dit, il m'a dit, tu sais, chez nous, le patron, c'est pas notre chef, ou c'est pas moi, il dit, le patron, c'est l'abonné. C'est-à-dire que, en fait, et il m'avait expliqué ça à l'époque où j'avais intégré Jour de foot, qui était une émission passionnante, donc il faisait le samedi soir, 5 minutes après le coup de sifflet final. On faisait les résumés de toutes les rencontres de Ligue 1, parce qu'à l'époque toute la Ligue 1 quasiment se jouait le samedi soir, et en fait on avait une répartition des matchs, et j'avais pas, à l'époque, je vous parle de ça, on était 80 journalistes foot à la rédac de Canal, on n'était que 8 sur Jour de foot, et il y avait du Grégoire Margoton, du Denis Balbir, du Cyril Linette, du Stéphane Guy, du David Berger, du Jean-Charles Sabatier. Les places étaient chères, donc j'avais des matchs, on va dire les moindres matchs, et en fait c'est Thierry qui m'a appris ça, qui me disait, mais tu sais, il y a des gars qui sont à Lens, qui ont une semaine
pourris. Et leur bonheur de la semaine, en fait, ça va être le samedi soir. Le gars, il va s'asseoir sur le canapé, il va regarder son Istres Lens, même si ça ne semble pas une grosse affiche. Et il me dit, voilà. Et ce gars-là, il fait un effort de payer son abonnement. Donc pendant 2 heures, bah, fallu oublier sa vie et tu le fais se régaler. Incroyable. En tout cas, on voit que vous avez une immense carrière, 30 ans déjà. Est-ce que s'il y avait quelque chose à retenir déjà de ce parcours, ce serait quoi de façon positive? Et la partie la plus difficile, celle qu'on ne voit presque jamais à l'écran, ce serait lequel selon vous? Alors oui, bon, sur déjà il y a voilà, une grande part de chance aussi, enfin qu'il faut saisir. Moi j'ai toujours essayé, on va dire, je courais pas forcément après les caméras. Ça peut sembler bizarre quand on fait ce métier-là, mais vous le voyez même encore maintenant, je suis pas très fan de se montrer, enfin de faire les émissions, de faire les choses. J'aime bien être entier, j'aime commenter les matchs, j'aime être avec les footballeurs, j'aime être au bord de la pelouse. On peut me mettre tous les matins à faire des reportages avec une séance d'entraînement de telle ou telle équipe et être au contact, être dans le vestiaire avec les footeux, je vais me régaler. Alors que bon, être en plateau, bon, c'est valorisant à un certain moment par rapport à son image, mais c'est pas, en tout cas c'est pas ce qui m'anime. Donc dans une carrière, bah, c'est que oui, il y a des tournants, il faut être au rendez-vous, et c'est un métier où on travaille un peu sans filet, quoi. C'est un peu les acrobates au cirque, c'est-à-dire qu'on doit tous les soirs faire un spectacle et il n'y a pas de filet, quoi. Comme on est en direct, bah, on n'a pas le droit de chuter. Si on chute, la carrière malheureusement va en prendre un coup, parce que c'est un milieu qui est quand même très dur, et comme le sport de haut niveau, comme le football, bah, on ne tolère pas la mauvaise performance. D'accord. Et durant votre carrière, vous avez connu pas mal de consultants, Kaba Diawara, Patrick Mboma, Fousseni Diawara et tout récemment Cédric Kanté. Et Abibay, non. Abibay aussi. Mais surtout, et un autre que vous avez oublié de citer, c'est Reynald Denouex, que j'avais amené. Reynald Denouex, qui est à mon sens le plus grand consultant avec qui j'ai travaillé. Ok. Et ce qui frappe le plus dans votre collaboration avec tous ces noms-là, c'est qu'il y a une certaine alchimie. On voit que c'est assez fluide dans la transmission du match et tout. Quel est le secret derrière cette alchimie-là, malgré le changement de personnalité de tout chacun? Ben, on est un couple, en fait. C'est à l'antenne, on est un binôme. Donc pour que ça fonctionne, pour que je pense que les gens comprennent et prennent du plaisir, parce que dans l'idée, moi, de mon métier, c'est toujours ça. J'essaie toujours de faire les choses à 100%, d'être entier, et de me dire, voilà, je veux prendre tel match, quel que soit le match, parce que j'ai fait l'été dernier des matchs du Chan, c'est pas ce qui m'anime le plus. Les matchs de poule de Chan, voilà, on connaît les difficultés, les limites techniques, mais je me suis dit, bon, bah, pour ceux qui nous regardent, bah, il faut qu'ils en aient pour leur tarif. Donc je me donne à fond sur chacun des commentaires, et je lui dis, là aussi, encore une phrase de Thierry Gilardi, il me dit, si tu prends pas du plaisir, comment tu veux en donner aux autres? Donc la première chose que je m'applique, c'est ça. Parce que je trouve que dans notre métier, en fait, on se souvient même pas des grands matchs, qui jouait, qui a marqué des fois. Mais par contre, tout le monde se souvient, quand il y a eu le sacre du Sénégal, par exemple, où ils étaient, à quel endroit, avec qui. Et en fait, je trouve que notre métier, c'est plus que des statistiques, finalement, plus que du journalisme. On est vendeur d'émotions. C'est en fait, le foot, ça a ceci de particulier que dans un match de foot, on peut ressentir les émotions primaires, quoi, comme un bébé, c'est des émotions primaires, c'est des émotions que peut ressentir un bébé qui sont innées, c'est-à-dire que la tristesse, la colère, la joie, les pleurs, enfin voilà, tout ça on peut le ressentir dans un même match de foot. Donc en fait on peut jouer sur comme un musicien sur ses gammes, aller dans les temps forts, dans les temps faibles. Et j'aime toujours moi avoir cette alchimie avec le consultant, de faire un binôme en fait, pour que ce soit plus clair pour les gens, que le commentaire en fait il soit fait comme si on était sur une seule voix, parce qu'on fait des choses différentes. Je leur dis toujours, quand je forme des anciens footballeurs, dont c'est pas le métier, je leur dis toujours, voilà, il faut qu'on soit chacun un peu dans son registre, c'est-à-dire que le journaliste, moi en l'occurrence, décrit, et le consultant décrypte. D'accord. Et quand ils ont un peu de mal, je leur dis souvent, bon, écoute, ne t'arrête pas peut-être sur le dernier geste, remonte-moi 2 passes en avant, et commence ton analyse là, au moment où il va y avoir un décalage au milieu. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a le décalage? Pourquoi est-ce que c'est le défenseur? Est-ce que c'est l'ouverture qui a été belle? Et donc voilà, pour qu'on ait des rôles un peu différents, et comme ça on commente d'une seule et même voix. Ok.
Et ça permet souvent la proximité, la connivence, de réussir à embarquer le consultant avec moi. C'est-à-dire que quand je pars dans une envolée, voilà, c'est réussir à embarquer un petit peu mon consultant pour partir et ne pas avoir un commentaire qui soit lisse. C'est-à-dire qu'il y a une musique aux commentaires de foot et je trouve que voilà, on doit avoir des temps forts, des temps faibles, mais on ne peut pas commenter 90 minutes en étant tout le temps perché en haut. La voix ne tiendrait pas. J'ai d'ailleurs des fois sur des gros matchs la voix qui déraille, comme c'était le cas sur le penalty de Sadio Mané, parce que là on était en fin d'une CAN. Ouais. C'est l'ultime et dernier match, on est au bout de 120 minutes de commentaire. Ça fait 2h30 que je suis à l'antenne quand même quand arrive ce penalty, donc entre ça la poussière, donc oui, des fois il y a la voix qui décroche un petit peu, mais bon, c'était pas calculé, ça fait partie de l'émotion, je crois. D'accord. Et bon, là vous avez signalé que voilà, vous n'êtes pas prêt, vous aimez bien le contact du terrain et tout. Récemment, Canal+ a acheté le groupe MultiChoice, un autre mastodonte de l'audiovisuel en Afrique, ce qui fait aujourd'hui de Canal+ le plus grand média africain, avec 25 millions d'abonnés. Est-ce que... On va être les plus grands du monde. Hein. Ouais. Ah, c'est ça la mission. Ben oui. C'est le scoop. Non, c'est pas un scoop. Non, notre grand patron Maxime Saada, c'est pas caché que la volonté à terme de Canal, c'est d'être un acteur voilà, de premier plan en fait mondial. C'est-à-dire que ce qu'on fait, et là avec MultiChoice, ça fait partie d'une stratégie de Canal+. C'est pas d'être une chaîne de télé européenne. Non, c'est d'être le premier média africain. C'est pour ça qu'on a construit des studios du côté d'Abidjan, qu'on tourne des séries, des films en Afrique du Sud. Avec MultiChoice, ils ont également leur studio et qu'on va faire encore de plus en plus de contenu sur le continent. Et le but, c'est ça, c'est d'être le premier acteur de l'audiovisuel africain. D'accord. Et est-ce qu'avec cette vision-là, cette stratégie, est-ce qu'on pourrait potentiellement vous voir aspirer à d'autres postes que celui actuel ? Bon, je suis très heureux de mon boulot. Je vois que vous voulez me mettre au placard, mais pas du tout. C'est pour prendre le poste de commentateur. Non, mais ça viendra sans doute. Pour l'instant, je prends encore un plaisir immense. J'ai des responsabilités, on va dire, voilà, en termes d'éditorial avec ma rédaction et ces choses-là. Maintenant, avec MultiChoice, oui, ça pourrait le faire peut-être si on en est encore qu'au début. Donc on est en train de réorganiser et de voir comment ça s'organise entre nous. On a un petit projet justement d'émission que je présenterai avec un Sud-Africain également, donc dans les deux langues, où on pourrait faire des choses comme ça. Donc il y a des projets maintenant. Voilà, je suis pas sûr qu'ils vont m'envoyer tout de suite à Johannesburg pour diriger la section. Mais ça pourrait être dans mes attributions. Mais voilà, je vous rassure, je pense que pour l'instant, ils ont envie de me garder aux commentaires. D'accord. Et bon, là, on va passer sur votre vision sur le foot africain et son évolution. Là, récemment, il y a le président de la CAF, Patrice Motsepe, qui a confirmé la création d'une nouvelle Ligue des Nations pour pallier aux matchs amicaux qui sont sans saveur pour la plupart. Quel est votre regard sur cette vision et ce changement de cap auprès de la part de la Confédération africaine de football ? Alors, première chose, je vais vous rattraper. Ça, c'est quand même concomitant d'un passage à la CAN à tous les 4 ans. Donc on va dire c'est un peu un pissel et c'était un peu une façon de faire sortir les choses parce que la CAN tous les 4 ans, c'est un choix qui est fait pour essayer d'avantager le mondial des clubs qui est cher au cœur de Gianni Infantino, le président de la FIFA. Donc voilà, ça a été une espèce de façon pour dire oui, mais entre tous les 4 ans, tenez, vous aurez la Ligue des Nations à jouer par groupe, ça vous occupera, ça vous fera des matchs amicaux, ça vous fera quand même gagner un petit peu d'argent. Voilà, je pense qu'on y reviendra plus tard sur ce débat de la CAN tous les 4 ans, mais cette Ligue des Nations, elle vient essayer de prendre la place, essayer de récupérer en fait des parts, je pense marketing ou des parts de marché à des choses qui marchaient très bien. L'Afrique australe avec la COSAFA avait un championnat qui depuis 30 ans marchait très très bien entre Namibie, Tanzanie, Botswana, tous ces pays-là. Ils avaient déjà avec l'Afrique du Sud ce championnat qui marchait. On voit que tous les pays du Maghreb avaient organisé la Coupe arabe qui vont jouer donc du coup en Arabie Saoudite, qui ramenait pour le coup pas mal d'argent et voilà, c'est pas un scoop que de dire que les équipes marocaines ou algériennes n'aiment pas aller disputer des éliminatoires au fin fond de l'Afrique, préfèrent jouer sur des beaux stades plutôt chez eux. Donc
Voilà, ça va récupérer, ça va concurrencer. Finalement, on va essayer de récupérer. Ça sera une fausse coupe arabe, puisqu'en fait, dans les zones géographiques, le Maroc ne jouera que contre l'Algérie, la Tunisie, la Libye et l'Égypte. Les matchs éliminatoires. Ils n'auront plus à aller disputer des rencontres contre des pays d'Afrique noire. Et pareil, donc on aura peut-être plus de derby, oui, ça va nous donner l'occasion de voir un peu plus de matchs entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal, notamment, certainement, qui risquent de se recroiser plus souvent, mais voilà, je serais moi, si on m'avait posé la question, plutôt partisan d'avoir gardé la CAN tous les 2 ans. En tout cas, on a compris que ça ne vous enchantait pas très beaucoup. Donc récemment au Maroc, vous avez été à votre 8e couverture de CAN. De votre carrière à Canal+. En gros, vous êtes témoin de l'évolution du football africain sur les 15 dernières années. Et ça, c'est énorme. Plus que ça, 2004 en Tunisie, la première. Ah, et c'était en Tunisie? Oui. D'accord, on va remonter. Ça fait 22 ans. 22 ans du coup. Merci pour la correction. Aujourd'hui, s'il fallait situer la CAN par rapport aux autres compétitions continentales, l'Euro, la CONCACAF et la Copa et tout ça, où situerez-vous la CAN parmi toutes ces compétitions continentales? Ça fait 2 éditions que très très clairement on sent en Europe un engouement fou. Donc je pense que voilà, c'est le fait que dans les sociétés européennes, on a de plus en plus de jeunes, enfin d'amateurs de foot qui sont originaires d'Afrique et en fait et qui l'assument, qui le proclament. Il y a ça, donc ils s'intéressent vraiment pour le coup maintenant à leurs équipes nationales, même pour la diaspora. Et puis il y a une espèce de hype. Ça a commencé à Abidjan. C'est vrai qu'Abidjan, c'est une ville pour les artistes, ces choses, mais on a commencé à avoir des garçons comme Akon, comme Omar Sy venir, enfin des stars, Youssoupha pour la RDC, Burna Boy, et il y a beaucoup de monde qui ont commencé à venir en fait sur la Coupe d'Afrique des Nations. La couverture, on l'a senti très clairement, l'engouement il est différent. Alors peut-être que c'est grâce aux réseaux sociaux aussi qu'il y a une meilleure pénétration, que les gens sont plus intéressés. Après, je pense qu'il y a surtout beaucoup plus de concurrence maintenant. Les équipes, c'est pas le fait de seulement 4 équipes maintenant qui peuvent gagner la CAN. Je pense qu'il y a des surprises. Tout le monde a vraiment levé le niveau. Donc ouais, ça reste une compétition maintenant qui est vraiment palpitante à vivre. Et à part le couac de la finale sur la dernière édition, je pense que tout le reste de la compétition, c'était merveilleux. Les gens se sont régalés. D'accord. Et s'il fallait faire par exemple un top 3 de vos éditions de CAN qui vous ont le plus émerveillé durant votre parcours, votre carrière, vous citerez quelle édition par exemple? Je pense que celle qui a le plus marqué tout le monde quand même, en termes d'organisation, en termes de scénario, le miracle ivoirien, c'était donc l'avant-dernière en Côte d'Ivoire, par le parcours, ça avec notamment Jean-Louis Gasset, paix à son âme, qui était à la tête des éléphants. Alors son papa, moi je le connais depuis plus de 40 ans, Jean-Louis Gasset, son papa était mon entraîneur, donc quand j'étais en cadets nationaux. Et donc voilà, il y a ça, ils sont éliminés. Et puis finalement, ils arrivent à se sauver parce que le Maroc marque un but contre la Zambie à la dernière journée, alors qu'eux, ils sont devant la télé. Puis ensuite, il va y avoir le miracle de Bouaké. Enfin, ça va jusqu'à la finale. C'était une histoire qui était quand même complètement dingue. Et le public a suivi. L'infrastructure, les stades étaient beaux, il faisait chaud. Enfin, je pense que c'est celle-là, c'est celle qui aura, à mon avis, le plus marqué tout le monde. Le Maroc, j'ai eu mal parce qu'on a quand même eu très très froid et qu'il pleuvait tout le temps. Je vous ai croisé, mais enfin, comme je le disais souvent, quelle idée de faire une CAN en Angleterre. Parce que la météo, c'était une catastrophe pour les. Et c'est dommage parce que ça empêche un peu de faire la fête. Je trouve que l'édition d'avant, l'édition camerounaise, moi j'ai pris beaucoup de plaisir. Je trouve que on l'avait pas mal attendu celle-là et ça a été quand même une belle aventure aussi. Je trouve que les stades étaient magnifiques. Et puis c'est le premier sacre du Sénégal. Donc vous savez que pas mal de copains dans l'équipe sénégalaise, donc j'étais tellement heureux pour eux avec la déception. Et avant ça, on aura eu peut-être 2015 aussi avec Hervé Renard, un sacre ivoirien qui était une très très belle édition. D'accord. Et pour revenir à cette CAN-là qui s'est clôturée récemment, est-ce qu'il y a un jeune comme ça qui vous a séduit durant cette CAN par exemple? Oui, non, il y en a eu plus qu'un. Hein. Non, on a vu des jeunes. Christina O, par exemple, c'était très très fort. On se souvient que l'édition d'avant, c'était Simon Adingra. Et en fait, là, il était même pas là parce qu'il jouait peu en club. Il se relance un peu à Monaco là, donc il sera peut-être à la Coupe du Monde avec les éléphants. Mais parce que mais ça reste un joueur qui nous avait fait rêver l'édition d'avant. Donc le Christina O, belle surprise.
Un petit Diomandé dans le couloir quand même. Ça, c'est pour les Ivoiriens, ça c'est du dribbleur aussi. Moi, j'aime bien, même s'il a finalement un peu moins joué que la fois d'avant avec Aliou Cissé. J'aime beaucoup Lamine Camara également, qui pour moi a le potentiel pour être le successeur de Sadio Mané dans l'équipe du Sénégal. Et puis voilà, il y a des petits garçons, Charles Koufane pour les Camerounais. Je pense que il y a quand même un petit potentiel, ça pourrait, à mon avis, aller très très loin. On lui souhaite une carrière à la Samuel Eto'o, mais j'ai vu moi du beau potentiel, donc ça. Et puis j'aime bien, chez les Marocains, Bilal El Ranouz. C'est parce que je trouve qu'il a ce côté un petit peu fou, il est capable de tenter une roulette dans la surface de réparation. Non mais c'est le genre de joueur, moi j'ai envie d'acheter un ticket pour le voir, quoi. Côté marocain, voilà. D'accord. Et vous dites souvent régulièrement que pour avoir une bonne retransmission en direct, c'est une préparation en amont et d'éventualités, de possibles scénarios qui peuvent survenir pendant le match. Comment vous avez vécu déjà la dramaturgie en finale du Maroc, la protestation de Pape Thiaw, le penalty manqué de Brahim Diaz et la colère des supporters sénégalais qui ont envahi le stade? Comment vous l'avez vécu sur le coup du direct? Alors le problème c'est ça, c'est que quand on est en direct, on doit être prêt à tout, à tous les événements, à tout ce qui se passe. Donc c'est le cœur même de notre métier, de retranscrire. Moi je me dis toujours, il y a un exemple en Espagne qui je sais pas si ça m'a alimenté, mais si ça, en tout cas j'y pense encore de temps en temps. Il y avait au club de Valence un monsieur qui venait voir les matchs qui était aveugle. Et, et qui pourtant a fini, il était commentateur à la radio alors qu'il était aveugle. Et en fait, parce qu'il ressentait. Et je pense souvent, et il venait donc avec son petit-fils qui lui racontait en fait le match. Et je pense souvent à lui, me dire tiens, moi il faut que je. C'est comme si la personne elle était à côté de moi. Je me dis j'ai le privilège, j'ai la chance d'être dans le stade, de ressentir les odeurs, de sentir l'électricité, de sentir l'émotion, d'entendre les chants, d'être porté par ça et de me dire il faut que mes abonnés, il faut que les gens qui m'écoutent, ça, comme s'ils étaient en fait sur le siège à côté de moi, il faut que je les embarque, il faut que je les arrache de leur canapé pour les amener dans le stade. Pendant 2 heures, il faut que je leur fasse vivre tout. Et quoi qu'il se passe dans notre métier, avec la lumière s'éteint, des fois ça peut être un drame, ça peut être des choses. Le journaliste sportif et voilà, doit être à même de commenter, de retranscrire tout ce qui se passe, le bon, le mauvais, dans le stade. Et c'est ce qui m'a un petit peu révolté pendant cette finale, c'est que ce sont des consignes de la FIFA, je vous rassure. Le réalisateur, que pourtant je connais très très bien puisque c'est un réalisateur de Canal+, ne montre pas les incidents qui se passent dans les tribunes, que je vois de mes yeux. Je vois ce qui se passe avec les supporters du 12e Guendé et les Sénégalais. Je vois la police marocaine qui charge. Je vois tout ça et en fait c'est pas montré. Tout comme il ne montre pas quand je vois que Yehvan Diouf est en train de se battre en fait et mis au sol par des ramasseurs de balles. Là, moi, j'étais outré. Donc, toutes ces choses-là, j'ai essayé de les retranscrire. J'ai essayé de faire partager mes émotions et d'être là, pour le coup, dans le journalisme. Pour ceux qui ne voient pas les images, je me suis dit, il faut que je dise, moi. Voilà. Depuis, de façon globale, depuis 2015 ou plus, on voit que la partie ouest africaine domine clairement le football africain. C'est-à-dire que depuis cette année-là, la partie ouest africaine a remporté 5 fois la Coupe d'Afrique des Nations, plus que tout le reste des autres sous-régions en Afrique. Comment vous analysez ? On peut quand même rajouter Cameroun, 2017, qui était dans le coup. Non mais, qui est associé, non mais je vois, qui est dans la tête des gens et pour le grand public, je veux dire, les 3 grandes nations, on va dire, de l'Afrique noire, c'est Sénégal, Côte d'Ivoire, Cameroun. C'est ça. Mais comment, Nigeria, mais comment vous expliquez cette domination ouest-africaine sur le football de façon globale ? Alors c'est lié, je veux pas résumer ça seulement aux binationaux, mais c'est vrai que que ce soit la Côte d'Ivoire, que ce soit le Sénégal, ils ont depuis une dizaine d'années maintenant des joueurs de très très grand talent qui sont pour le coup des binationaux, qui ont été formés pour la plupart donc en France, voire en Europe, et c'est ce qui fait la force. Je pense que le niveau est vraiment monté et qu'on a des joueurs
que ce soit pour la Côte d'Ivoire, pour le Sénégal, qui sont tous dans les plus grands clubs européens, qui jouent la Ligue des Champions en permanence. Donc c'est vraiment en fait, des équipes qui sont devenues très très fortes et qui ont rattrapé le retard par rapport à ce que faisaient avant. Mais regardez bien, si on prend sur le niveau, le Maroc et l'Algérie, c'est pas un palmarès dans les Coupes d'Afrique des Nations qui est... voilà. C'est ça. Ils la gagnent quand ils sont chez eux, sinon en Afrique noire, voilà, ça marche pas du tonnerre. Alors que on voit des projets et moi j'ai beaucoup aimé. Avant ça, il y avait le Sénégal d'Aliou Cissé, dont je suis assez proche, mais on se rend compte qu'avec Papio, on a d'autres registres de jeu et que cette équipe, moi j'ai adoré l'avoir joué. Même le Cameroun de David Pagou, la dernière Coupe d'Afrique des Nations, je trouvais que pour un coach qui avait été nommé, parce que le Cameroun c'est quand même toujours spécial avec le message avec la FECAFOOT de mon camarade Samuel Eto'o, c'est quand même toujours spécial à comprendre. On vire Marc Brice quelques jours avant le début de la compétition, c'est David Pagou qui prend l'équipe, et je trouvais que en regardant les matchs, il y avait un groupe, il avait réussi à créer une osmose. Et cette équipe, elle se battait autour de Brian Bemot. Il n'y avait pas d'immense star dans cette équipe camerounaise, mais un groupe, il y avait une synergie, il y avait une combativité. Donc cette équipe-là, elle était intéressante. Donc voilà, ça fait partie de ces nations, on va dire, d'Afrique de l'Ouest qui ont énormément progressé, qui ont rattrapé leur retard et qui ont su profiter, je pense, de ça, du fait que les jeunes, leurs jeunes joueurs ont été pour beaucoup formés au plus haut niveau, je veux dire, dans les clubs de Ligue 1 ici en France, mais avec cette vraie culture et cette vraie envie d'aller jouer pour des nations. Moi, je trouve ça extraordinaire qu'un petit Ibrahim Baye, à 17 ans, il est au Paris Saint-Germain, voilà. Il a devant lui normalement une carrière de se dire je vais jouer dans le plus grand club français, je vais aller en équipe de France. Et à 17 ans, il dit mais non, moi je veux le Sénégal. C'est faire ce choix-là. Je veux dire, il y a encore quelques années, les joueurs ils venaient 26, 27, 28 ans, une fois qu'ils avaient un petit peu mis le mouchoir sur leurs ambitions de terminer en équipe de France, ils rejoignaient par dépit une sélection africaine. Alors que maintenant, il y a eu Abdou Diallo avant avec le Sénégal, mais il y en a également en Côte d'Ivoire. Les joueurs choisissent très tôt, même pour le Cameroun. Donc je pense qu'il y a ces trois nations-là qui sont évidemment les nations très très fortes d'Afrique de l'Ouest et qui n'ont plus rien à envier avec les autres équipes. Et puis le Nigeria par rapport à sa population, et traditionnellement le Nigeria ça a toujours été un grand pays qui cartonnait dans les Coupes du Monde. J'oublie pas la RDC parce que la RDC va jouer un barrage à la fin du mois pour être également à la Coupe du Monde et que les partenaires de Chancel Bemba et le fiston Mayele ont un coup à jouer avec Sébastien de Sabre, je pense, à la Coupe du Monde. D'accord. Et pour rebondir sur la Coupe du Monde, du coup, quel est votre regard sur les nations africaines qui vont participer à la Coupe du Monde, notamment le Sénégal qui va rencontrer la France, la Norvège, on a le Maroc d'un côté qui va rencontrer le Brésil, l'Écosse. Il y a pas mal d'équipes africaines qui vont rencontrer des équipes de top niveau. Ou jusqu'où vous voyez une équipe africaine aller dans cette compétition? Alors déjà le fait qu'on passe à 48, on va doubler le nombre de pays africains qui se retrouvent à la Coupe du Monde. C'est-à-dire que là avec le barrage, si la RDC se qualifie, on pourra aller être à 10. Alors encore une fois, on a retrouvé très vite finalement les pays du Maghreb, Maroc, Algérie, Tunisie, Égypte, qui ont été parmi les premières à se qualifier et qui, eux, sont des acteurs, on va dire, assez réguliers des Coupes du Monde. Et parce que c'était le système des barrages qui faisait avant que c'était quand même compliqué. On pouvait avoir fait une campagne extraordinaire, il y avait des barrages à jouer, il n'y a que le premier qui se qualifiait. Donc c'était très très compliqué de réussir à décrocher son ticket pour les Coupes du Monde, même si le Togo l'a fait en 2006. Ça. Mais c'était compliqué, les éliminatoires, ils étaient très très durs. Je pense bien sûr à mes amis maliens qui avaient joué ce barrage en aller-retour contre la Tunisie pour aller à la Coupe du Monde au Qatar. Et manque de bol là, pour un petit but, ils n'y sont pas, alors que ça aurait été le plus grand moment peut-être de leur histoire footballistique, quand on sait tous les joueurs qui sont passés par avec le maillot des Aigles. Donc il y a ces nations-là, et là je trouve que le fait d'avoir toutes ces autres nations, donc pour une fois on n'aura pas le Cameroun, mais d'avoir peut-être la RDC, la Côte d'Ivoire, il y a le Cap-Vert, c'est quand même aussi une surprise de voir les requins bleus décrocher leur ticket, ça va être complètement fou. C'est pas le plus petit pays, il y a Haïti et Curaçao qui sont également qualifiés à la Coupe du Monde pour la CONCACAF, mais oui, je pense, ça montre
Et on en est tous convaincus qu'un jour, une nation africaine va aller au bout. Walid Regragui, son Maroc était pas très très loin, avec un jeu un peu minimaliste. Il voudra bien me le reconnaître, Walid. Ça a été jusqu'au dernier carré pour la première fois de l'histoire, mais je pense que oui, il y a forcément un jour une équipe africaine qui devrait être sacrée. Déjà, c'était quand même compliqué. Il faut se dire qu'avant 2010, il n'y avait jamais eu de Coupe du Monde sur le continent. Donc déjà, la FIFA était consciente de ça, était consciente que l'émergence, la jeunesse et la passion du foot, elle est sur ce continent africain. C'est pas un hasard si Gianni Infantino, il est même au tournoi des U16 de la COSAFA, c'est lui qui remet la coupe. Donc il a très bien compris le potentiel et l'avenir qu'avait le continent africain. D'accord. Et pour revenir au passage à la CAN à 4 ans que vous avez évoqué plus tard, pour vous, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle pour le continent ? Catastrophe. Catastrophique. Il y a absolument aucun intérêt. C'est pour se calquer sur le calendrier de la FIFA. Encore une fois, je pense que c'est le président de la FIFA qui a mis la pression pour protéger son mondial des clubs, dont il est très très content, hein, qui est pour le coup vraiment le projet finalement de sa mandature. Donc il est très content de ça. Il élimine un petit peu la concurrence, parce que les clubs, au bout d'un moment, les joueurs là, déjà sont, je pense, arrivés à une limite. Enfin, je veux dire, c'est plus possible de rajouter des matchs, et pourtant on continue d'en rajouter, en rajouter. Donc là, on le voit, les niveaux baissent. Les joueurs commencent à être fatigués, c'est dur d'enchaîner 2 fois, à l'image du Paris Saint-Germain qui a fait une saison dernière absolument extraordinaire, mais qui a terminé sa saison le 13 juillet par la finale du Mondial des clubs contre Chelsea. Là, cette année, ils sont tous rincés, les joueurs du Paris Saint-Germain, et le préparateur physique n'arrive pas à les remettre, et en se disant que dans 3 mois, 4 mois, il y a une Coupe du Monde. Donc c'est très dur à gérer, d'être physiquement et mentalement au top. Il y a tous les sportifs de haut niveau qui peuvent le comprendre, mais mentalement même, comment on peut être au top de sa forme pendant 11 mois consécutifs. Il y a des moments où en fait, on baisse, donc on commence à en parler de tout cela. Donc c'est pour se calquer sur un calendrier. Si au final c'est pour se retrouver donc avec une CAN, ils nous ont dit qu'elle resterait en 2027, mais bon, 2027-2028 peut-être à cheval, comme celle-ci l'a fait, pour arriver ensuite sur 2032, où ça serait se retrouver en même temps que, si c'est pour jouer l'été, ce qui voudrait arranger évidemment les grands clubs européens notamment, parce que là ça vous échappera pas que si on a démarré le 20 décembre, c'était pour avoir terminé le 18 janvier, pour que les joueurs soient revenus en club pour disputer les 2 dernières journées qu'on a rajoutées de Ligue des Champions. Avant, il y avait 6 journées de Ligue des Champions, c'est-à-dire que la Ligue des Champions, avant, elle s'arrêtait le 15 décembre. Ouais. Et ensuite, on reprenait le 15 février avec les 8e. Là, maintenant, on a 2 journées en plus fin janvier. Donc, c'est pour ça que les clubs ont dit non, mais c'est bien rigolo votre CAN, mais il faut que les joueurs soient revenus pour les 2 dernières journées qui, l'an passé, c'est vrai, ont été décisives pour Paris, pour Madrid, pour Manchester City. Donc, voilà, ils mettent un peu cette pression. Donc se retrouver tous les 4 ans, si c'est pour jouer l'été en 2032, et ça veut dire qu'on va se retrouver donc en frontal avec l'Euro. Voilà, j'ai peur que la CAN pâtisse un petit peu de ça, parce que pour le très très grand public, alors bien sûr que quand c'est notre équipe de cœur, hein, on va regarder, mais ce que je disais malheureusement, pour le grand public, si on se retrouve en frontal avec un Angleterre-Suède à 15h, un jeudi après-midi, ça au mois de juin, ou un Angola-Burkina Faso, voilà, j'ai peur que la hype passe pas sur les gros matchs, pas sur la finale peut-être, mais que voilà, que la CAN et le bon mouvement qui était initié là sur la Coupe d'Afrique des Nations soit un peu retombé, parce qu'on lui colle la concurrence de l'Euro. Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir un retour pédalage de la part de la CAF ? Non. La CAF est souveraine. Vous connaissez la devise. Voilà, c'est chaque fois qu'on essaie de gratter, d'essayer d'avoir une explication en disant mais pourquoi vous faites ça, c'est ça, on nous répond toujours la CAF est souveraine. Mais un rétropédalage, non. Mais à moins que les présidents de fédération ne réussissent à faire parler leur voix. Moi, je trouve ça... cette décision-là, elle a quand même été prise, grosso modo, on a l'impression, lors d'un déjeuner entre Gianni Infantino et Patrice Motsepe, mais c'est pas comme ça que ça se passe. On décide pas de changer, je veux dire, la longévité, enfin, ou en tout cas la faisabilité des Coupes d'Afrique des Nations, comme ça, parce qu'on a pris une décision. On doit faire une assemblée générale de la Confédération africaine de football, dans laquelle il doit y avoir les 58 présidents de fédération qui votent et qui décident si c'est une bonne ou une mauvaise mesure pour le football africain. Là, ça a été fait de façon unique par Patrice Motsepe, qui a dit non, mais rassurez-vous, oui, mais parce que c'est un manque à gagner aussi pour les équipes. Forcément qu'une CAN, ça génère des revenus. Et regardez, la dernière,
ça a été la grande gloire de Patrice Motsepe de nous dire qu'ils avaient augmenté les revenus de 90%. Donc vous voyez que le football n'est pas forcément au centre des préoccupations. D'accord. Bon, là, on a pratiquement fait le tour de cette interview. S'il y avait une phrase qui pouvait résumer votre parcours, ce serait quoi la phrase du coup? No pain, no gain. Ouais, pas de récompense sans effort. Et voilà, je pense, on en parlait, un match, ça semble facile quand on commente le match, mais souvent, je suis souvent en contact avec des confrères sur le continent, et je leur montre mes fiches. Moi, j'ai un match, c'est au bas mot 4 heures de préparation. Que pour le match, pour écrire ma fiche, où j'écris mais une centaine de statistiques, mais je m'en servirai peut-être pas. Je vais marquer les pénaltys qui ont été tirés. L'autre jour, quand j'ai fait le classiqueur, j'avais tous les pénaltys d'Harry Kane. Je savais les 10, il en avait tiré 6 à droite, 4 à gauche. Mais peut-être qu'il n'y aura pas de pénalty, que peut-être je ne vais pas m'en servir. Donc il y a toute cette masse de travail, et puis du travail invisible. C'est-à-dire que quand je vous disais de sacrifices et des choses comme ça, il y a plein de choses. La préparation invisible, c'est notamment regarder des matchs, même ceux que donc, je ne commande pas. On commande déjà beaucoup par semaine, mais c'est pareil. Je veux dire, mercredi dernier, quand j'ai fait le Real Benfica, la veille, j'ai regardé le PSG Monaco, j'ai regardé des matchs. Genre, je dois en regarder une douzaine par. Mais c'est pour nourrir en fait mon commentaire, c'est pour nourrir ma culture et voir tout ce qui s'est passé tactiquement. Je veux dire, quand je regarde, quand je vais commenter un match, j'essaie souvent, si j'ai le temps, de regarder en replay, puisque maintenant on a ce bonheur-là. Généralement, les 2 derniers matchs au moins de l'équipe pour voir comment ils étaient, et puis de les regarder avec un œil professionnel, à savoir dans quel schéma ils étaient, comment ils sortaient, quel était leur plan de jeu, quel était leur niveau de bloc. Enfin, il y a plein de choses que je regarde, donc ça demande pour le coup, pour que ça semble facile, une fois qu'on est à l'antenne, ça demande une énorme préparation. Mais j'ai été en tant que footballeur formé là-dedans, entraînement dur, match facile. Ok, du coup là je vais vous demander un peu votre avis, c'est-à-dire que là je vais vous donner une liste de 3 joueurs qui correspondent à une époque précise. Donc là je me fâche avec des gens. Potentiellement. Mais non, parce que là j'imagine que ça va être que des noms, et ensuite je vais recevoir des messages en sortant d'ici où les gars me disent mais pourquoi t'as dit lui? Bon, après c'est le but, on peut pas être d'accord avec tout le monde, je pense. Donc du coup, première liste, Eto'o, Drogba, Diouf. Quel est votre crainte? Voilà. Exact. Alors c'est celle-là que je craignais le plus. C'est celle-là que je craignais le plus parce que les trois vont se vexer. Alors oui, ça dépend. On est sur quels critères, parce que déjà sélection et un club de façon globale. Mais qui est le plus grand des trois? C'est ça, qui est le plus grand des trois selon vous. Ah selon voilà, pas celui que je préfère. Non, non, le plus grand des trois, c'est, je pense, par rapport à l'impact qu'il a eu. Pour moi, c'est Samuel Eto'o fils. Par rapport à ce qu'il avait tout en sélection, en club, où il était un vrai leader. La Ligue des Champions 2010 avec l'Inter, il accepte de jouer latéral droit contre le Barça, ou piston. Ouais. Ça, donc, par rapport à son influence, par rapport à la suite de sa carrière, oui, c'est Samuel Eto'o, mais encore une fois, El Hadji Diouf, c'est un petit frère. Lui, il aurait pu faire des choses, mais somptueuses, et je pense à Liverpool, aurait pu être encore plus une légende, tout ça, s'il avait pris conscience plus tôt qu'il pouvait toucher les sommets. Et puis Didier Drogba, ça a été quand même un très 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 grand joueur. Ça reste une idole du côté de Marseille. C'était un monsieur, mais Didier Drogba, peut-être, il y a eu tellement d'autres joueurs, était peut-être pas le joueur le plus impactant de la sélection, alors que Samuel Eto'o, voilà, il occultait tout, quoi. C'était lui le boss. D'accord, donc si je comprends bien, Eto'o, Diouf, Drogba. Non, par rapport à la carrière au palmarès, non, Eto'o, Drogba et El Hadj en 3, mais pardon, El Hadj. D'accord, j'espère qu'il va comprendre. Au niveau des gardiens, André Onana, Yacine Bounou et Edouard Mendy. Ah non, oui, mais non, là c'est pareil. Le problème, c'est que de cœur, j'aurais dit André Onana, parce qu'André Onana, je l'ai vu gamin, je l'ai vu débuter à Barcelone. Enfin, j'ai tout vu, j'ai suivi toute sa carrière et ça, mais
malheureusement, j'ai pas compris pourquoi il était parti de l'Inter Milan, la fin à Manchester, et puis même avec la sélection camerounaise. Malheureusement, il y a eu beaucoup d'erreurs, ça fait que c'est dommage, ça gâche ce qui aurait pu être une carrière mémorable pour André, qui est un peu comme Sam, un sacré caractère aussi à gérer. Donc, je pense que Edouard Mendy, c'est magnifique. Enfin, la carrière qu'il a eue, cette façon de monter, cette humilité, et puis ce rôle de leader. Il y a quelque chose pendant la finale qu'on ne voit pas, et ça, c'est Edouard Mendy. Il y a la faute concédée sur Brahim, et donc c'est le jeune El Hadj Malick Diouf qui commet la faute, en fait, qui met la main sur le bras, l'arbitre accorde un peu. Et là, Malick Diouf, il réalise que ils vont perdre peut-être à cause de ce penalty, en fait, et qu'il a fait une erreur. Et en fait, on le sait pas. Et là, il y a Edouard Mendy, et il commence à avoir des larmes. Et il y a Edouard Mendy qui vient le voir, qui attrape la tête, qui dit « T'inquiète pas, je l'arrête ». et il est retourné dans les buts. Il dit non mais t'inquiète pas, je vais l'arrêter. Et voilà, c'est ce qu'il est. Donc moi c'est sûr que pendant la séance de tir au but, j'avais lors de la finale au Cameroun, quand je l'appelle Doudou, c'était une façon de montrer que toute la tendresse que j'avais pour lui, et que je dis allez, il faut aller la chercher, on était au 3e penalty, je dis, et je sais pas pourquoi, mon 6e, je savais qu'il allait arrêter celui-là. Quand j'ai dit je le sentais, et quand j'ai dit allez Doudou, faut aller la chercher, il faut en chercher une, et je savais que ça serait ce penalty. Donc par rapport à ce qu'il a fait, par rapport à son humilité, et parce que le Sénégal, quand même, il y a toujours eu la concurrence, avec les Mori Idio, maintenant, il y a vraiment toujours eu des très très bons gardiens et tout ça, mais lui, ça reste quelqu'un qui amène tellement de sérénité à son équipe que voilà, ça sera mon choix numéro 1, même si Yacine Bounour en Espagne m'a régalé. D'accord. Et pour finir, vous vous en doutez forcément, Salah, Mané et Mahrez. Ah oui. Non, ça reste Sadio. Ça reste Sadio Mané. Ça, même si Mahrez a été, je pense, un top 10 vraiment des joueurs de la CAN. Parce que ça reste techniquement un très très grand joueur, qui a vraiment pesé, qui avait fait une CAN 2019 notamment, qui était extraordinaire. Donc joueur magnifique, et même en Manchester City, vraiment. Mais Sadio Mané, et Sadio, c'est ça qui est fou, parce que peut-être que la CAN d'avant en Côte d'Ivoire n'était pas sensationnelle, mais c'est là qu'on voit les champions. Alors, moi j'échange quand même assez souvent avec lui. Il a été vexé au mois de septembre, parce que au pays, au Sénégal, on dit ouais, il est nul, ça y est, il est fini, il faut passer à autre chose. Et c'est là qu'on voit un champion, on va pas dire un lion qui dort. C'est que Sadio a dit ah bon, on me critique, je suis pas assez bon, il a fait des séances, mais tous les après-midi. Alors que là-bas à Riyad il fait 45 degrés, il montait des marches pendant 3 heures, comme ça. Il est arrivé là à la CAN, il était affûté mais comme jamais, comme une lame, vraiment prêt et tout. Et ça s'est vu, les prestations, mais il a fait une CAN qui est extraordinaire, avec un impact de malade. Il s'était préparé pour cette CAN, et pour pouvoir dire juste avant la finale, maintenant j'arrête. Je vais gagner la CAN, et c'était ma dernière, au revoir. Mais en fait, c'était juste pour prouver, je pense, à tous ceux qui l'ont critiqué, leur dire, voyez, pensez que je ne serai pas là, c'est moi qui vais prendre cette équipe-là, c'est moi qui serai le leader, je vais l'amener, on va regagner une 2e étoile sur le maillot, et là-dessus, ensuite, je vous dirai au revoir, et je quitte la sélection. Donc ça a été un orgueil du champion. Mais c'est beau de dire les choses, c'est encore mieux de les faire. Donc c'est pour ça que là, moi, Sadio, oui, je dis, ouais, monsieur. Et surtout qu'il avait fait, en plus il ne l'avait pas dit, parce qu'il ne l'a pas dit revanchard. Moi je savais qu'il arrivait, qu'il était affûté. Je vois par rapport au championnat saoudien, où il avait au début un petit bidou quand même, moins que caissier et Seko Fofana, mais on va dire là-bas, il n'y avait pas cette intensité, donc ils avaient pris, c'est rien, ça, c'est 2-3 kilos qu'on peut prendre quand on n'est pas tout le temps au taquet. Et là il s'était vraiment asséché, il avait des abdos incroyables, il était prêt, franchement c'était un sabre, il était prêt, mais il l'a pas dit. Mais lui savait en fait que son objectif à lui, dans la tête, c'était d'aller jusqu'au bout et de la gagner. Et voilà, et c'est incroyable de le faire.
En tout cas, c'est une belle histoire pour Sadio Mané. Et si vous aviez un conseil à donner à tous ceux qui rêvent de faire ce métier, parce que vous en doutez forcément, vous faites rêver énormément de gamins sur le continent et partout ailleurs. Si vous avez un mot à leur donner à ceux qui veulent faire ce métier et de vouloir valoriser ce métier de journaliste. De prendre de la passion, de prendre de la passion, de prendre du plaisir, de se régaler. Voilà, moi je dis toujours, je l'avais dit en début d'un interview, on ne peut pas donner du plaisir si on n'en prend pas. Donc faites les choses à 100%, donnez-vous. Moi, malgré les 4000 matchs, tout ce que j'ai pu faire, je rentre encore sur chaque match. Dès que je prends l'antenne, je me dis, il faut que les gens qui m'écoutent, ils se régalent pendant 2 heures. Je ne peux pas leur dire que je ne suis pas, oui, le match ne me plaît pas ou je ne suis pas en forme. Non, il faut aller au bout des choses, il faut se donner à 300%, il faut croire en soi, prendre du plaisir, être à bloc et surtout soyez singulier pour les jeunes journalistes. C'est-à-dire que je reçois plein de vidéos chaque fois sur les réseaux sociaux de gens qui m'imitent et tout ça. Mais ne m'imitez pas. C'est moi, je suis déjà pris. Si quelqu'un veut au commentaire Lilian Gatoun, il m'appelle. Donc ne m'imitez pas, soyez singulier justement. Trouvez ce qui fait votre force comme commentateur, votre style, parce que si on essaie d'imiter, on va pas être naturel, ça va pas venir, parce qu'on essaie de faire des grands effets de voix où on se dit tiens, lui il aurait fait ci, lui il aurait fait ça. Le but c'est d'être naturel dans la façon dont on fait ses fiches. Moi j'ai une organisation pour mettre mes infos, c'est pour que ce soit fluide, pour que ce soit naturel. Donc il faut réussir à se trouver un petit personnage. Il ne faut pas être trop nature non plus. On est à l'antenne, donc il faut prendre une posture, bien dégager la colonne de voix, prendre une voix un petit peu solennelle quand même, mais que ce soit naturel, en fait que ce ne soit pas surjoué. Donc voilà, donnez-vous à fond et soyez singulier et on bosse, parce qu'il y a la place que pour ceux qui bossent le plus. En tout cas, merci beaucoup Lilian pour cet échange. Avec plaisir. Incroyable. Et je vous souhaite une très bonne semaine et en espérant que on va continuer encore à écouter votre voix qui enchante les écrans le mardi soir, le mercredi soir et le dimanche aussi. Real Madrid, Manchester City la semaine prochaine. D'accord, le rendez-vous est pris. Pas très mal. Pas mal comme affiche. Tout à fait. Donc du coup, le rendez-vous est pris. Merci à vous d'avoir regardé cette interview. J'espère que vous aurez apprécié. Surtout, n'hésitez pas à partager, à liker. Et on continuera à produire davantage ce genre de contenu pour vous parce que oui, l'Afrique en a besoin. L'Afrique doit aller de l'avant et le sport en Afrique doit être émergent. Donc du coup, très bonne journée Lilian. Merci beaucoup. Et à très bientôt. À bientôt.